Le soleil que tu connais n'est pas celui que tu crois. Par une nuit claire, si vous vous allongez assez longtemps et regardez le ciel, vous pouvez commencer à le ressentir. Le poids de la distance, l'incompréhensibilité pure de ce qui se trouve là-bas. Chaque point de lumière est un soleil entier, un four nucléaire rugissant qui brûle à des millions de degrés, crachant des radiations dans toutes les directions pendant des millions ou des milliards d'années. La plupart de ces étoiles sont si éloignées que même si l'une d'elles explosait maintenant, la lumière de cette explosion ne nous atteindrait que dans des dizaines de milliers d'années. Le ciel nocturne n'est pas une vision de l'univers tel qu'il est. C'est une composition en couches de la façon dont différentes parties étaient autrefois, à travers des milliers de moments passés distincts, tous apparaissant simultanément à vos yeux. C'est vraiment étrange à gérer une fois que tu laisses ça s'installer. L'étoile que vous regardez dans une partie du ciel pourrait vous montrer sa lumière d'il y a 400 ans, tandis que l'étoile voisine dans le ciel, qui semble tout aussi proche, vous montre une lumière d'il y a 40 000 ans. Ils apparaissent côte à côte. Ils sont séparés dans le temps par toute la durée de l'histoire humaine enregistrée, multipliée par de nombreuses fois. L'astronomie est la seule science où simplement regarder son sujet est un acte de voyage dans le temps. Et plus on regarde loin, plus on remonte dans le temps. L'étoile la plus proche de nous, notre propre Soleil, semble incroyablement grande depuis là où nous sommes. Son diamètre est d'environ 1,4 million de kilomètres. Plus d'1 million de terres pourraient y tenir. Elle contient 99,86% de toute la masse de notre système solaire. Chaque planète, lune, astéroïde et comète réunis est à peine perceptible comme une erreur d'arrondi. La gravité qu'il génère dépasse Pluton. Au-delà du disque dispersé, au-delà des confins du nuage d'Oort, abritant des comètes qui ne reviendront pas avant des dizaines de milliers d'années. Et pourtant, sur fond de ce que l'univers a réellement produit, notre Soleil est sans remarquable. C'est une étoile complètement moyenne. Masse moyenne, température moyenne, luminosité moyenne. Les astronomes la classent comme une étoile de type G de la séquence principale, parfois appelée de façon informelle naine jaune. Et dans le voisinage galactique, elle se situe confortablement au milieu de chaque distribution majeure. Il y a des étoiles beaucoup plus petites et plus faibles. Il y a des étoiles beaucoup plus grandes et plus brillantes. Et puis, il y a les géants. Dispersés à travers la Voie lactée et dans les galaxies au-delà, il y a des étoiles si énormes qu'il est presque négligeable de les comparer au Soleil. Des étoiles dont les chiffres deviennent trop grands pour être compris sans que quelque chose les ancre. Des étoiles où le mot « grande » n'est plus utilisé et où quelque chose de plus extrême est nécessaire. Ce sont les supergéantes rouges, les hypergéantes, les extrémités monstrueuses de l'évolution stellaire, où la gravité et la physique nucléaire ont poussé la matière dans des configurations que pendant la majeure partie de l'histoire humaine, nous ne savions même pas possibles. Pour vous donner une idée concrète de la direction que nous avons, la plus grande étoile connue est estimée à environ 2150 fois plus large que notre Soleil. Si le Soleil avait la taille d'une balle de golf, cette étoile ferait environ 60 mètres de large, plus haute qu'un immeuble de 20 étages, assez large pour qu'on ne puisse rien lancer partout.
Une balle de golf posée au pied d'un gratte-ciel. C'est l'ampleur à laquelle nous avons affaire. Certaines de ces étoiles meurent au ralenti. Certains sont déjà presque méconnaissables par rapport à ce qu'ils étaient il y a des millions d'années. Toutes finiront de la manière la plus violente que l'univers lui offrira. Comment les étoiles agrandissent? Les mécaniques de l'expansion. Avant de rencontrer les monstres, il est utile de comprendre pourquoi certaines étoiles deviennent si grandes à la base, car ce mécanisme est plus étrange et contre-intuitif que ce que la plupart imaginent. Les étoiles naissent dans d'immenses nuages de gaz et de poussière, appelés nébuleuses. La gravité commence à attirer des poches de ce matériau vers l'intérieur, et à mesure que la densité augmente, la pression au centre augmente. La température monte avec lui. Après des millions d'années d'effondrement progressif vers l'intérieur, le cœur atteint le seuil où les noyaux d'hydrogène peuvent commencer à fusionner en hélium. À ce moment-là, une étoile s'illumine. L'énergie libérée par la fusion nucléaire pousse vers l'extérieur, créant une pression qui contrebalance la gravité vers l'intérieur. Cet équilibre, le poids écrasant de la propre masse de l'étoile qui appuie contre la pression vers l'extérieur du feu nucléaire, est ce qui maintient une étoile unie et définit son caractère fondamental pendant la majeure partie de sa vie. Plus de masse signifie plus de gravité qui presse vers l'intérieur. Pour contrer cela, le cœur doit brûler plus chaud et plus vite, ce qui signifie qu'il consomme son hydrogène plus rapidement. Cela crée l'une des règles les plus contre-intuitives en astronomie. Plus une étoile est massive, plus sa durée de vie est courte. Notre Soleil brûlera environ 10 milliards d'années au total, et il est actuellement à peu près à mi-chemin de cette période. Une étoile ayant une masse 10 fois supérieure à celle du Soleil épuisera son hydrogène central dans environ 20 millions d'années. 500 fois plus vite. Une étoile ayant une masse 50 fois supérieure à celle du Soleil ne pourrait survivre que quelques millions d'années avant que sa structure interne ne commence à se dégrader. Pendant des décennies, les astronomes ont catalogué ces faits dans un diagramme appelé le diagramme de Hertzsprung-Russell, nommé d'après l'astronome danois Ejnar Hertzsprung et l'américain Henry Norris Russell, qui l'ont développé indépendamment au début du XXe siècle. Ils tracent les étoiles selon leur température par rapport à leur luminosité, et ce qui en ressort est un motif. La grande majorité des étoiles suivent une bande diagonale appelée séquence principale, qui va des étoiles rouges, faibles et froides, dans le coin inférieur droit, jusqu'aux étoiles bleues, vives et chaudes, dans le coin supérieur gauche. Notre Soleil est près du centre de cette bande. Les étoiles que nous allons visiter aujourd'hui, les supergéantes rouges et les hypergéantes, apparaissent dans le coin supérieur droit, et les étoiles les plus massives dont nous parlerons se trouvent dans le coin supérieur gauche. Ces deux coins représentent des extrémités opposées du membre stellaire. L'un produit d'un âge et d'une expansion énorme, l'autre produit d'une masse et d'une température presque inimaginables. Quand une étoile massive manque d'hydrogène dans son noyau, quelque chose de spectaculaire se produit. Le noyau se contracte et chauffe davantage, déclenchant de nouveaux processus de fusion qui génèrent encore plus d'énergie. Toute cette énergie supplémentaire doit bien aller quelque part. Elle s'étend vers l'extérieur. L'enveloppe extérieure de l'étoile commence à s'étendre, non pas par un facteur de 2 ou 3 ans,
mais souvent par des centaines, voire des milliers. À mesure que ces couches extérieures se dilatent, elles refroidissent. Le refroidissement fait passer la couleur de l'étoile, passant du blanc bleuâtre d'un objet chaud et jeune à l'orange, puis au rouge profond. L'étoile est devenue ce que les astronomes appellent une supergéante rouge. À l'extrême, elle devient une hypergéante rouge. Voici l'idée clé qui renverse les hypothèses de la plupart des gens. Les grandes étoiles sont rouges parce qu'elles sont vieilles et mourantes. Ils ne sont pas jeunes ni énergiques. Ils sont gonflés et épuisés, en train de consommer leurs dernières réserves de combustible, gonflés à des tailles extraordinaires, alors que leurs noyaux accomplissent une alchimie nucléaire de plus en plus désespérée. Une hypergéante rouge n'est pas une étoile à son apogée. C'est une étoile près de son extrémité. C'est aussi pourquoi les supergéantes rouges sont relativement rares. Ils ne représentent qu'une brève phase de la durée totale de vie d'une étoile massive, peut-être quelques centaines de milliers d'années sur un total de plusieurs millions. L'univers est rempli d'étoiles modestes et durables de la séquence principale qui brûleront régulièrement pendant des milliards d'années. Des étoiles géantes, gonflées et mourantes, traversent une fenêtre de temps étroite. Et capturer une dans cet état nécessite un univers suffisamment vaste et actif pour que quelque part, à tout moment, l'une d'elles soit dans cette phase. Les nôtres l'est, et c'est pour cela qu'ils existent, et que nous pouvons les observer. Un problème est que les chiffres utilisés pour décrire ces étoiles sont vraiment difficiles à garder à l'esprit, et il y a un risque réel que tout devienne flou. Pour garder les comparaisons ancrées, il est utile de revenir à un point de référence unique, la distance entre la Terre et le Soleil, environ 150 millions de kilomètres, que les astronomes appellent une unité astronomique. Le rayon du Soleil est d'environ 0,005 unités astronomiques. Les hypergéantes rouges ont des rayons d'environ 6 à 11 unités astronomiques. R136A1, l'étoile la plus massive connue, a un rayon d'environ 0,2 unités astronomiques, mais contient près de 300 fois la masse du Soleil. La taille et la masse racontent des histoires très différentes, et les deux valent la peine d'être poursuivis. L'étoile Grenat, une géante dans notre propre arrière-cour, à environ 2400 années-lumière, dans la constellation nord de Céphée, une étoile est visible à l'œil nu en bon état. Il n'est pas assez lumineux pour être visible. Il se situe autour de la 4e magnitude, facile à manquer à moins de savoir ce que vous cherchez, mais indéniable une fois trouvé. L'astronome anglais William Herschel l'a remarqué en 1781 et en a écrit avec un enthousiasme inhabituel. Il la décrivait comme ayant une couleur rouge profonde, riche et distinctive, différente de presque tout ce qui existait dans le ciel. Il l'appelait une couleur grenat très fine et profonde, et ce nom est resté au fil des siècles. Aujourd'hui, elle est officiellement connue sous le nom de Mu Cepheus, mais presque tous ceux qui l'étudient l'appellent l'étoile du Grenat. Mu Cepheus est une supergéante rouge, et sa taille est difficile à exprimer dans un langage ordinaire. Son rayon est estimé entre 1000 et 1650 fois celui du Soleil, selon la technique de mesure utilisée et l'estimation de distance sur laquelle on s'appuie. L'amplitude de ces chiffres
ne signifie pas que les mesures sont peu fiables. Elles reflètent le véritable défi de mesurer une étoile située à 2400 années-lumière, sans surface dure, qui pulse en taille pendant des mois ou des années, et qui est partiellement entourée de sa propre matière éjectée. Si elle était placée à l'endroit où se trouve notre Soleil, la surface de Moussepheus s'étendrait au-delà de l'orbite de Mars et approcherait celle de Jupiter. Chaque planète du système solaire intérieur, Mercure, Vénus, la Terre et Mars, serait complètement submergée. On pourrait faire tenir environ 250 millions de sols dans le volume qu'elle occupe actuellement. Sa luminosité dépasse 100 000 fois celle du Soleil en lumière visible. Et comme une grande partie de son rayonnement provient de la chaleur infrarouge plutôt que de la lumière visible, l'énergie totale qu'elle émet est considérablement plus élevée. Sa température de surface est d'environ 3500 Kelvin, contre 5778 Kelvin du Soleil. C'est précisément cette froideur relative qui lui donne la couleur rouge-orangée profonde que Herschel admirait. La physique est simple. Plus la température de surface d'une étoile géante est assez froide, plus ses couches externes se sont étendues depuis l'intérieur nucléaire, et plus ses couches extérieures paraissent rouges et froides. La température et la couleur des étoiles ne sont pas des esthétiques indépendantes. Ce sont le même fait physique, exprimé de différentes manières. L'étoile Grenat est aussi une étoile variable, ce qui signifie que sa luminosité change au fil du temps. Il oscille entre environ la magnitude 3,4 et 5,1 pendant des périodes irrégulières de plusieurs centaines de jours, pulsant lentement à mesure que son enveloppe externe s'étend et se contracte. Ces pulsations ne sont ni ordonnées ni prévisibles. Elles sont la signature d'une étoile dans une phase turbulente de son existence. Moussepheus n'est plus la machine stable à brûler l'hydrogène qu'elle était autrefois. Son noyau fusionne désormais des éléments plus lourds, traversant une succession de processus nucléaires de plus en plus rapides, alors qu'il approche de la fin de ce qu'il peut supporter. Ce qui entoure l'étoile Grenat ajoute une couche supplémentaire. Une couche de poussière et de gaz s'étend sur environ 15 000 unités astronomiques depuis le centre de l'étoile, plus de 200 fois la distance entre le Soleil et Pluton. Cette coquille se construit depuis 2 ou 3 000 ans, formée à partir du matériau que l'étoile libère par son vent stellaire et transporte les signatures moléculaires de la chimie interne de l'étoile dans le milieu interstellaire environnant. C'est ce que font les vieilles étoiles massives en vieillissant. Elles se décomposent lentement, dispersant d'énormes quantités de matière, traitées bien avant tout événement catastrophique final. Moussepheus est aussi une étoile incontrôlée. Elle se déplace dans l'espace à une vitesse exceptionnellement élevée par rapport aux étoiles qui l'entourent. Très probablement parce qu'elle a été éjectée gravitationnellement de son amas d'origine par une interaction antérieure avec un autre objet massif. Il porte cette histoire avec lui à travers la galaxie, laissant derrière lui de la poussière et du gaz enrichi. Dans le contexte plus large des extrêmes stellaires, Moussepheus est un géant important, mais pas le plus grand. C'est un point de départ efficace car elle est suffisamment proche et assez lumineuse pour être connue depuis des siècles. Elle est située dans le ciel du Nord, où une grande partie de la population mondiale peut l'observer, et illustre clairement à quoi ressemble la catégorie des supergéantes rouges. Énorme, variable, mourante, et déjà enrichissant son environnement. Betelgeuse, la star qui a fait la une.
Certaines étoiles ont atteint un degré de reconnaissance culturelle qui va bien au-delà de leur signification astrophysique. Bételgeuse en fait partie. Marque l'épaule gauche de la constellation d'Orion, ou l'épaule droite selon la direction que tu imagines que le chasseur fait face, et brûle d'une lueur orangée-rouge distinctive qui ressort même dans des cieux modérément pollués par la lumière. C'est la 10e étoile la plus brillante de tout le ciel nocturne. Elle a été nommée, observée et écrite par des civilisations remontant à l'Égypte ancienne, à la Mésopotamie et à la Chine classique. Le nom utilisé aujourd'hui est une déformation d'une expression arabe désignant la main ou l'aisselle du géant, filtrée à travers plusieurs siècles de traduction médiévale, où les lettres arabes étaient non mal lues, et le sens s'écartait considérablement de l'original. Bételgeuse se trouve à environ 650 années-lumière de la Terre, ce qui en fait la supergéante rouge la plus proche de notre système solaire. Cette proximité en a fait l'une des étoiles les plus étudiées du ciel. C'est l'une des rares étoiles au-delà du Soleil dont le disque physique a été directement résolu, photographié comme un disque plutôt qu'un point, grâce à une interférométrie haute résolution. Son rayon est d'environ 700 à 1000 rayons solaires selon l'époque et la technique. À son apogée, sa surface s'étendrait au-delà de l'orbite de Jupiter. Elle contient entre 16 et 19 masses solaires et brille avec environ 100 000 fois la luminosité du Soleil. La surface de Bételgeuse, telle que vue sur les meilleures images interférométriques, n'est pas uniforme. Elle montre de grandes zones brillantes, des signatures de gigantesques cellules convectives, chacune comparable en taille à l'ensemble du système solaire intérieur, qui s'élèvent de l'intérieur en transportant du plasma chaud vers la surface, puis refroidissent et redescendent. Ces cellules favorisent la variabilité qui fait apparaître la Bételgeuse légèrement différente à chaque fois qu'on la regarde avec une résolution suffisante. Fin 2019, Bételgeuse a fait quelque chose qui a suscité une vague d'enthousiasme dans la communauté astronomique et a simultanément capté l'attention de centaines de millions de personnes qui n'avaient jamais auparavant consacré un instant à la pensée de la physique stellaire. L'obscurité est devenue, de façon dramatique. Sa luminosité a chuté d'environ 60% entre novembre 2019 et février 2020, passant de sa position habituelle, parmi les 10 étoiles les plus brillantes du ciel, à une position hors du top 20. Les spéculations explosèrent. Bételgeuse était-elle sur le point de devenir une supernova? L'étoile variable la plus célèbre du ciel allait-elle offrir le spectacle le plus spectaculaire depuis la supernova de 1604, observée par Kepler et visible en plein jour pendant des semaines? La réponse s'est avérée être non, bien que l'explication réelle ait été convaincante en soi. Des chocs convectifs profondément à l'intérieur de l'étoile généraient un énorme flux de plasma, transportant du matériau surchauffé à la surface et l'expulsant vers l'extérieur. À mesure que ce matériau s'éloignait de l'étoile et refroidissait, il se condensa en un immense nuage de particules de poussière, chacune plus petite qu'un grain de sable de plage. Ce nuage a dérivé sur la ligne de vue entre Bételgeuse et la Terre, bloquant environ un quart de la surface visible de l'étoile de notre point de vue. En avril 2020, Bételgeuse était revenue à sa luminosité normale à mesure que la poussière se dissipait. Ce n'était pas une supernova, un énorme rot stellaire qui a soufflé des débris devant notre champ de vision. Le grand événement d'assombrissement a appris aux astronomes
quelque chose de précieux. Il a montré en temps réel le type de processus d'éjection violent qui démembre progressivement les couches externes des étoiles massives vieillissantes durant leurs 100 000 dernières années de vie. L'événement n'a pas marqué le début de la fin. Bételgeuse devrait persister pendant des dizaines de milliers à peut-être 100 000 ans avant que son noyau ne s'effondre finalement. Mais cela montrait que ces étoiles ne s'effacent pas discrètement. Ils se dégagent activement et dynamiquement dans l'espace environnant. Lorsque Bételgeuse explosera enfin, les conséquences visuelles pour la Terre seront extraordinaires. À sa luminosité maximale, la supernova brillera quelque part entre la luminosité du croissant et celle de la pleine lune. Un point unique de lumière orange-rouge à Orion, visible en plein jour, restant suffisamment lumineux pour être visible à l'œil nu pendant des semaines, avant de s'estomper lentement au fil des mois. La forme familière de la constellation d'Orion sera définitivement modifiée. Finalement, tout ce qui restera à cet endroit sera un vaste nuage de gaz lumineux. Un vestige de supernova, grandissant et s'éclaircissant sur des dizaines de milliers d'années. En juillet 2025, les astronomes ont confirmé quelque chose qui était suspecté depuis des années. Bételgeuse n'est pas seule. Une petite étoile compagne, surnommée Betelbody, a été détectée à l'aide du télescope Gemini North. La compagne semble être une jeune étoile d'environ la taille du Soleil, complétant une orbite en environ 6 ans. Sa présence explique certaines des variations de luminosité à plus longue période de Bételgeuse, qui résistaient auparavant à toute explication, et soulève de nouvelles questions sur la manière dont la supernova pourrait se développer éventuellement. Le Bételgeuse a été étudié intensivement pendant des décennies, et il révèle encore de nouvelles couches. Vuil Canis Majoras, le monstre du Big Dog. Au sud d'Orion, dans la constellation du Canis Major, également connue sous le nom de Grand Chien, se trouve une étoile, remarquée pour la première fois par l'astronome français Jérôme Lalande en 1801. Il l'a identifiée comme un objet de magnitude 7e et est passé à autre chose. Tout au long du XIXe siècle, les observateurs la décrivaient comme d'un cramoisi profond, et plusieurs rapportèrent ce qui semblait être plusieurs composantes stellaires autour de lui. Ces composants se sont révélés être quelque chose de bien plus étrange. Des zones lumineuses et denses dans un immense nuage de gaz et de poussière entourant l'étoile, brillant de la lumière réfléchie de l'étoile elle-même. Vas a Cuticanis Majoris, ou Voilxe MA, est l'une des stars les plus extrêmes jamais cataloguées. Avec un rayon d'environ 1420 fois celui du Soleil, son diamètre s'étend sur environ 13 unités astronomiques. C'est la distance entre le Soleil et Saturne, mesurée d'un côté à l'autre. Si elle était placée au centre de notre système solaire, son atmosphère extérieure engloutirait chaque planète jusqu'à Jupiter. La lumière, voyageant à 300 000 km par seconde, mettrait environ 16 heures à se déplacer d'un côté à l'autre de cette étoile. Mais la taille brute ne capture guère ce qui rend Voilxe MA remarquable. C'est un objet profondément turbulent. Il perd de la masse à un taux moyen d'environ 6/10 de masse solaire par an, comparé au taux de perte de masse solaire, qui est environ 1 milliard de fois supérieur. Lors des événements d'éjection de pointe, le taux augmente encore. Au cours de sa vie d'environ 8 millions d'années, Voilxe MA a probablement perdu environ la moitié de sa masse initiale,
la dispersant dans l'espace environnant lors d'une série d'explosions violentes qui ont laissé des traces lisibles comme un registre géologique. Le télescope spatial Hubble a capturé des images extraordinaires du matériel environnant le VIAC-MA. Au lieu d'une couche lisse et symétrique de gaz éjectés, les images montrent un enchevêtrement complexe de filaments, arcs, amas denses et boucles. Chaque structure correspond à un événement d'éjection différent d'une époque différente. Un grand arc vers le nord-ouest a été éjecté il y a environ 400 ans, se déplaçant à environ 50 km par seconde. D'autres structures datent de 800 à 1000 lignes. Plusieurs nœuds denses près de l'étoile ont été éjectés il y a seulement 100 ou 200 ans. Cette étoile a éclaté tout au long de l'histoire de l'Empire ottoman, de la Renaissance, de la Révolution scientifique et de la Révolution industrielle, et aucun des humains vivants sait à quoi a. Cette époque n'avait la moindre idée qu'il vivait à la lumière de l'un des objets stellaires les plus actifs de la galaxie. Chacun de ces nœuds et arcs tient un registre. La composition chimique du matériau éjecté, les vitesses de déplacement et la géométrie de sa distribution codent toutes les informations sur ce qui se passait à l'intérieur de VIAC-MA au moment de chaque éjection. C'est une sorte d'archéologie stellaire, reconstituant l'histoire intérieure de l'étoile à partir du matériau qu'elle a dispersé dans l'espace autour d'elle. La nébuleuse environnante est si brillante qu'elle a été détectée pour la première fois en 1917 à l'aide d'un simple télescope de 18 cm, bien qu'elle se trouve à près de 4000 années-lumière. Pendant des décennies après, des taches brillantes à l'intérieur furent cataloguées comme étoiles compagnons, avant qu'une analyse plus approfondie ne révèle leur véritable nature. La nébuleuse s'étend à environ 12 000 unités astronomiques de l'étoile. Même si VIAC-MA brille avec environ 270 000 fois la luminosité du Soleil, le nuage qui s'assombrit fait qu'il ne peut pas être vu à l'œil nu depuis la Terre. Toute cette lumière est absorbée et rérayonnée par la poussière environnante, émergeant principalement sous forme de rayonnement infrarouge. VIAC-MA est également une source de masseurs. Les masers étant l'équivalent micro-ondes des lasers, produisant des faisceaux intenses et cohérents à des fréquences très spécifiques. Dans le nuage entourant VIAC-MA, des molécules de monoxyde de silicium, de vapeur d'eau et d'hydroxyle sont alimentées par le rayonnement de l'étoile et répondent en émettant de puissants signaux micro-ondes clairs à travers près de 4000 années-lumière d'espace. L'étude de ces émissions de masers offre aux astronomes une sorte de carte tridimensionnelle de l'histoire des éjectats, traçant la géométrie et la vitesse du matériau à différentes distances du centre de l'étoile. En fonction de sa masse et de son état évolutif, VIAC-MA peut produire non pas une supernova conventionnelle, mais une hypernova, une explosion qui libère une énergie bien supérieure à celle d'une mort stellaire typique, accompagnée d'intenses rafales de rayons gamma de longue durée. À près de 4000 années-lumière, la Terre est totalement en sécurité. Mais quand cela arrivera, la mort de VIAC-MA produira un nouveau point lumineux visible en plein jour, pendant des jours ou des semaines. Eta Carinae, l'étoile qui a explosé dans la mémoire vivante. Toutes les étoiles extraordinaires ne vieillissent pas en silence. Certains offrent des avances
spectaculaire. Dans la constellation méridionale de Carina, à environ 7500 années-lumière de la Terre, il existe un système binaire appelé Eta Carinae. L'étoile primaire est l'un des objets les plus massifs et lumineux de la Voie lactée, estimé entre 100 et 150 masses solaires, brûlant avec environ 5 millions de fois la luminosité du Soleil. Contrairement aux supergéantes rouges froides, la principale d'Eta Carinae est extrêmement chaude et compacte. Sa température de surface est d'environ 25 000 Kelvin et son rayon n'est que quelques centaines de fois supérieur à celui du Soleil. Ce qui lui manque en volume physique, il le compense largement en production d'énergie brute. Ce qui rend Eta Carinae extraordinaire dans le contexte de l'histoire stellaire, c'est un événement que les astronomes ont observé en temps réel. Entre 1837 et 1856, le système a connu une série d'éruptions violentes. En 1843, elle devint brièvement la deuxième étoile la plus brillante de tout le ciel nocturne, dépassée seulement par Canopus, malgré une distance de 7500 années-lumière. Les habitants de l'hémisphère sud pouvaient le voir sans aucune aide optique. Puis, elle s'est estompée à nouveau au fil des années. Cet événement, aujourd'hui connu sous le nom de Grande Éruption, a libéré une énergie comparable à une supernova, et pourtant, l'étoile a survécu. Lors de l'éruption, on estime qu'entre 10 et 20 masses solaires de matière ont été éjectées en seulement quelques décennies. Le matériel issu de cette éruption s'étend encore aujourd'hui vers l'extérieur et est clairement visible dans les images télescopiques modernes. La nébuleuse de l'Homunculus, une structure à 2 lobes faite de gaz et de poussière éjectés, ressemblant à une arachide ou un sablier vu à angle droit, contient les débris de cette explosion du XIXe siècle, s'étendant à environ 650 km par seconde. Chaque lobe s'étend sur plusieurs mois-lumière. L'ensemble de la structure a été largement étudié avec Hubble et d'autres instruments, et constitue la plus directement documentée en astronomie historique d'une explosion violente, non liée à la supernova. Pourquoi Eta Carinae a éclaté ainsi n'est pas encore entièrement compris. Le modèle le plus largement accepté implique le compagnon binaire, qui orbite autour du primaire dans une ellipse très allongée, se rapprochant et s'éloignant tous les 5,54 ans. On pense que les interactions gravitationnelles et radiatives à l'approche la plus proche sont responsables des instabilités qui provoquent ces éjections de masse. Le primaire fonctionne à la limite d'Eddington ou au-dessus, le seuil auquel la pression de rayonnement dépasse la gravité, et le fait périodiquement de manière à résister à une modélisation simple. Eta Carinae est considérée comme l'une des principales candidates de la galaxie pour la prochaine hypernova. Lorsqu'elle explose, la sursason gamma résultante, si elle est orientée vers la Terre, pourrait causer des dommages importants à la couche d'ozone. Ce n'est pas un événement d'extinction à cette distance, mais une raison légitime de le surveiller de près. C'est le voisin qui a déjà montré une tendance à un comportement extrême. Ushith-Scuti et le problème de la mesure. Pendant des années, le titre de plus grande étoile connue a été détenu avec assurance par Uhi-Scuti, une hypergéante rouge dans la constellation de Scutum, le bouclier, située à environ 5900 années-lumière de la Terre. Cataloguée pour la première fois en 1860 à l'Observatoire de Bonn, il attira peu d'attention
pendant la majeure partie du siècle suivant. Ensuite, de meilleures mesures de sa taille angulaire et de sa distance estimée suggéraient un rayon d'environ 1700 fois celui du Soleil. Et il atteignit un niveau de reconnaissance publique largement supérieur à celui de la plupart des objets astrophysiques. Des vidéos et infographies ont été largement diffusées. C'est devenu l'exemple de référence pour montrer à quel point notre Soleil est vraiment petit. Les chiffres sont donnés lieu à des présentations captivantes. Si Ushikuti avait un rayon de 1700 rayons solaires, il s'étendrait au-delà de l'orbite de Jupiter. Environ 5 milliards de soleils pourraient y tenir. Il faudrait environ 7 heures à la lumière pour parcourir son équateur une seule fois. Les chiffres étaient vraiment stupéfiants, et ils n'étaient pas inventés. C'était les meilleurs disponibles à l'époque. Puis l'Observatoire spatial Gaïa entra en service. Lancé en 2013, Gaïa a passé des années à cartographier les positions et mouvements précis de plus d'1 milliard d'étoiles, produisant le catalogue le plus précis jamais compilé des distances stellaires. Leur mesure de la parallaxe d'Ushikuti, le léger décalage de position apparente causé par l'orbite de la Terre autour du Soleil, a placé l'étoile plus près que prévu, à environ 5100 années-lumière de 5900. Une distance plus courte signifiait un rayon dérivé plus petit. Différentes analyses ont convergé vers des valeurs comprises entre environ 755 et 909 rayons solaires. Toujours énorme, mais nettement inférieur au chiffre record qui avait défini la réputation de l'étoile. Ce n'est pas une histoire d'astronomes qui font des erreurs. C'est une histoire sur la véritable difficulté du problème. Le diamètre angulaire de Ushikuti, vu depuis la Terre, correspond à la tentative de mesurer la taille apparente d'une bille placée à 250 km. Les mesures sont nécessairement indirectes, combinant les estimations de distance avec des observations de diamètre angulaire et l'analyse de la température spectrale. Chacune avec sa propre incertitude. Pour une étoile variable pulsante à l'extrême de ce que les instruments peuvent résoudre, la marge d'erreur autour de toute estimation centrale est substantielle. Le chiffre initial de 1700 rayons solaires était raisonnable compte tenu de la technologie de l'époque. Gaïa donna une meilleure réponse. Ce que cela illustre plus profondément est que les classements au sommet de l'échelle de taille stellaire sont véritablement contestés et le resteront tant que les instruments ne s'amélioreront pas davantage. Plusieurs des stars en lice pour les premières places ont des estimations de taille qui se recoupent dans leur marge d'erreur. La plus grande étoile connue est un titre qui a été transmis d'un candidat à l'autre plus d'une fois, selon les mesures fiables et le moment où vous le posez. Ce que nous pouvons affirmer avec certitude, c'est qu'il existe une catégorie d'objets, les hypergéantes rouges, qui occupent l'extrémité de la distribution de taille, nettement plus grande que tout le reste, existant à la limite physique de ce que l'évolution stellaire semble permettre. Stephenson 2-18, détenteur actuel du record. Dans la constellation de Scutum, à environ 19 000 années-lumière de la Terre, se trouve l'étoile qui affiche actuellement le plus grand rayon connu de tous les objets stellaires. Faisant partie d'un amas découvert par l'astronome américain Charles Bruce Stephenson en 1990, il est désigné Stephenson 2-18, également listé comme RSGC 2-18 dans d'autres relevés. Le nom ne contient aucune poésie, mais l'objet qui le sous-tend est extraordinaire. Selon les meilleures estimations actuelles,
Stephenson 2-18 a un rayon d'environ 2150 fois celui du Soleil. Si ces chiffres sont exacts, c'est la plus grande étoile physiquement connue à exister. Pour essayer de visualiser, si elle occupait la position de notre Soleil, la surface de Stephenson 2-18 s'étendrait à plus de la moitié du chemin jusqu'à Saturne. L'orbite de Jupiter serait enfouie en son sein. La Terre serait si profondément à l'intérieur de l'étoile que la distance orbitale de Saturne n'aurait pas encore atteint la surface. Le Soleil lui-même, assis à côté de cet objet, ressemblerait à une bille placée à la base d'un immeuble de 20 étages. Sa luminosité est estimée à environ 440 000 fois celle du Soleil, bien que ce chiffre dépende largement de la distance prise en compte et de la correction appliquée par la poussière interstellaire qui absorbe une fraction significative de la lumière de l'étoile avant de nous atteindre. Parce que la majeure partie de son rayonnement est émise dans l'infrarouge plutôt que dans la lumière visible, elle est invisible aux observations qui cataloguaient les étoiles familières à l'œil nu du ciel nocturne. Elle n'apparaît que dans des relevés infrarouges, capables de percer la poussière entre nous et le centre galactique. Le groupe où Stephenson siège 2-18 a sa propre revendication d'être remarquable. L'amas de Stephenson 2 contient au moins 26 supergéantes rouges confirmées à proximité immédiate, la plus forte concentration connue de telles étoiles dans toute la Voie lactée. Ces objets se sont formés ensemble à partir du même vaste nuage moléculaire, ont évolué en parallèle et leur vieillissement collectif a produit un laboratoire unique pour étudier les dernières étapes de l'évolution des étoiles massives. Nulle part ailleurs dans la galaxie observable, il n'y a autant de ces énormes étoiles mourantes entassées en un seul endroit. L'estimation de 2150 rayons solaires se situe inconfortablement près ou au-delà de la limite théorique supérieure pour les tailles des supergéantes rouges. Les modèles actuels de l'évolution stellaire suggèrent que l'enveloppe externe d'une supergéante rouge devient trop faiblement liée pour rester cohérente au-delà d'environ 1500 à 2000 rayons solaires. Au-delà de cela, les couches externes devraient se disperser plutôt que de continuer à s'étendre. Si l'estimation actuelle est correcte, Stephenson 2-18 ou légèrement dépasse ce plafond théorique, les modèles doivent être ajustés, ou les deux. Cette tension productive stimule la recherche continue, et l'étoile est une cible clé pour la prochaine génération de grands télescopes dotés de capacités infrarouges. OOHG 64, une géante dans une autre galaxie. La plupart des étoiles dont nous avons parlé aujourd'hui vivent dans la Voie lactée. Mais notre galaxie n'est pas seule. En orbite comme satellite se trouve le Grand Nuage de Magellan, une galaxie compagne plus petite située à environ 163 000 années-lumière. Visible depuis l'hémisphère sud sous forme d'une faible zone près du pôle céleste sud. Elle contient des centaines de millions d'étoiles, parmi lesquelles une hypergéante rouge, qui occupe une place importante dans l'histoire de l'observation des étoiles. OHG 64 est située dans la constellation de Dorado, au cœur du Grand Nuage de Magellan. Son rayon est estimé à environ 1540 rayons solaires, ce qui la place confortablement parmi les plus grandes étoiles connues. Bien que l'incertitude à ce sujet soit importante, différentes analyses couvrent une large plage. Il est entouré d'un tore de poussière dense qui absorbe la majeure partie de sa lumière visible, ce qui le rend accessible principalement dans les observations infrarouges. En 2024, des astronomes utilisant l'interféromètre à très grand télescope au Chili ont produit la première image interférométrique directe d'une étoile en dehors de la Voie lactée. Le sujet de cette observation historique était des BOHG
HG64. L'image résultante a résolu la structure du tore poussiéreux entourant l'étoile, confirmant sa géométrie allongée et son orientation du pôle vers le haut. C'était une véritable étape. La première fois qu'un objet stellaire dans une autre galaxie était directement résolu, rendu possible par la base extraordinaire de l'interféromètre et la proximité relative du grand nuage de Magellan par rapport à des galaxies plus lointaines. Le WOHG64 semble également subir une transition spectaculaire. Des observations couvrant 3 décennies ont montré un changement notable de sa variabilité vers 2014. Et certains chercheurs interprètent l'épreuve spectroscopique comme un passage d'une phase supergéante rouge à une phase hypergéante jaune. Une configuration plus chaude et plus compacte dans laquelle les couches externes cessent de se dilater et commencent à se contracter. D'autres analyses contestent cette idée, et en 2026, le débat reste actif et non résolu. Cela fait de WOHG64 l'une des étoiles uniques les plus intensément observées de n'importe quelle galaxie extérieure. Un avantage pratique de sa direction extragalactique est que toutes les étoiles du grand nuage de Magellan se trouvent essentiellement à la même distance de la Terre, éliminant ainsi la principale source d'incertitude sur la distance. La marge d'erreur dans leur luminosité et leur rayon dérivé est donc plus petite que pour de nombreuses étoiles comparables de la Voie lactée, où les distances s'étendent sur des milliers d'années-lumière et doivent être estimées individuellement. La différence entre gros et massif. Un motif clair s'est dessiné à travers les étoiles que nous avons visitées. Les plus grandes physiquement sont froides, rouges et floues, leur masse répartie sur d'énormes volumes. Mais il existe une distinction cruciale entre une étoile grande en volume et une étoile massive en contenu total. Et ces deux qualités pointent dans des directions complètement opposées lorsqu'on les pousse à l'extrême. Les hypergéantes rouges telles que VXC, MA et Stephenson 2-18 contiennent environ 15 à 30 masses solaires, réparties sur des volumes des milliards de fois supérieurs au Soleil. Les couches externes de ces étoiles sont si finement peuplées de gaz que la densité moyenne dans ces régions est inférieure à celle de l'atmosphère terrestre au niveau de la mer. Ces étoiles sont, paradoxalement, moins denses que l'air que vous respirez dans leurs régions les plus externes, malgré une masse dizaines de fois supérieure à celle du Soleil. Son ampleur est une conséquence de l'expansion en fin de vie, pas de l'accumulation. Les étoiles les plus massives concentrent leur masse en un ensemble compact et férocement énergétique. Sa pression de rayonnement empêche l'enveloppe extérieure de s'étendre comme celle d'une étoile froide. Ils restent physiquement compacts, même s'ils déversent une énergie inimaginable. Elles apparaissent bleu-blanc, pas rouge, car leurs surfaces sont à des dizaines de milliers de degrés au lieu de quelques milliers. Cette distinction est au cœur d'un concept appelé la limite d'Eddington, nommé d'après l'astrophysicien britannique Arthur Eddington, qui a développé la physique pertinente au début du XXe siècle. À mesure qu'une étoile devient plus massive, elle génère plus de luminosité. Cette luminosité transporte une pression de rayonnement, la lumière poussant physiquement vers l'extérieur le gaz de l'étoile. Au-dessus d'un certain seuil de masse, la pression de rayonnement surpasse l'attraction de gravité vers l'intérieur et commence à emporter les couches extérieures. L'étoile ne peut plus accumuler de matière. Les estimations traditionnelles situaient ce plafond à environ 150 masses solaires. Puis,
les astronomes ont découvert une étoile qui semble peser près de 300 masses solaires. Hersin 36A1, l'étoile qui ne devrait pas exister. À environ 163 000 années-lumière de la Terre, dans la nébuleuse des Tarentules, dans le grand nuage de Magellan, se trouve un amas dense d'étoiles jeunes, chaudes et bleues, appelé R136. Lors de son premier catalogage, les astronomes pensaient qu'il s'agissait d'une seule étoile, contenant peut-être 1 millier de masses solaires. Si extrême qu'elle semblait violer tout ce que l'on savait de la physique stellaire. Ce n'est qu'en 1985, lorsque l'interférométrie à Speckles a permis de résoudre l'amas en composants individuels, que l'objet le plus extrême à son sein, R136A1, s'est révélé être une étoile individuelle suffisamment remarquable à elle seule. R136A1 est actuellement l'étoile la plus massive et lumineuse connue de la science. Sa masse est estimée à environ 291 masses solaires. À la naissance, il pouvait peser entre 320 et 350 masses solaires. Il brille avec une luminosité d'environ 7,2 millions de fois celle du Soleil. Sa température de surface dépasse 46 000 Kelvin, plus de 8 fois plus chaude que le Soleil, ce qui explique pourquoi il brûle comme un point bleu-blanc au lieu du rouge profond typique des hypergéants. Il ne faut pas plus de 4 secondes à R136 à 1 pour libérer plus d'énergie dans l'espace que ce que le Soleil produira en une année entière. Son rayon physique n'est qu'environ 43 fois celui du Soleil, grand selon les standards ordinaires, mais une fraction minuscule du volume occupé par une hypergéante rouge. C'est à cela que ressemble une masse extrême lorsqu'elle n'a pas été étirée par l'expansion. Concentrée, chaude, dense et férocement énergétique. Chaque année, il dégage environ un 6/1000 de la masse du Soleil par son vent stellaire, soit environ 1 milliard de fois plus de perte de masse que ce que le Soleil subit chaque année. Depuis sa formation, il y a environ 1 million d'années, R136A1 a déjà perdu environ 55 masses solaires. Il se dissout littéralement dans l'espace en brûlant. La nébuleuse de la Tarentule, où se trouve R136, mérite son propre moment. C'est là. C'est la région la plus productive et la plus extrême de formation stellaire du groupe local. L'ensemble de galaxies qui inclut la Voie lactée et ses voisines. Elle s'étend sur environ 600 années-lumière de diamètre et contient certaines des étoiles les plus massives et lumineuses connues, dont non seulement R136A, mais aussi des dizaines d'autres objets stellaires qui détiendraient un des records dans des quartiers galactiques plus calmes. La nébuleuse brille d'une intensité qui la rend visible à l'œil nu depuis la Terre, sous forme d'une faible brume à 163 000 années-lumière. Un exploit de luminosité presque incompréhensible. Si elle occupait la même position dans le ciel que la nébuleuse d'Orion, à environ 1300 années-lumière, elle s'étendrait sur 60 diamètres de la pleine Lune à travers le ciel nocturne et serait suffisamment lumineuse pour projeter des ombres visibles. R136A1 à lui seul représente environ 7% de toute la production de radiation ionisante provenant de la nébuleuse de la Tarentule. Cette étoile unique, parmi des milliers à l'intérieur de la nébuleuse, domine l'environnement radiatif d'une structure qui s'étend sur des centaines d'années-lumière. Son vent stellaire a creusé une cavité visible dans le gaz environnant, sculptant la structure interne de la nébuleuse à partir de sa position près du centre de l'amas R136. Pour qu'une étoile au-dessus du plafond théorique d'Eddington de 150 masses solaires existe,
Un procédé a dû lui permettre d'accumuler plus de masse que ce que le seuil de pression de rayonnement devrait permettre. L'explication la plus largement acceptée est une fusion stellaire. 2 ou plus d'étoiles massives, dans un jeune amas dense entrant en collision et se combinant tôt dans leur vie, avant même d'avoir eu le temps de se séparer. Dans les densités extrêmes situées près du noyau des amas jeunes massifs, de telles fusions sont désormais considérées comme un événement régulier, plutôt qu'exceptionnel. L'amas R136 s'est formé il y a seulement environ 1 à 1,5 million d'années et contient au moins 72 étoiles extrêmement massives avec des luminosités allant de 1,5 à 4,7 millions de fois supérieures à celles du Soleil. L'amas R136 dans son ensemble représente ce que les astronomes appellent un amas de super-étoiles, une concentration de masse et de luminosité stellaire qui n'a pas d'équivalent dans les régions plus calmes de la galaxie. Dans des bras spirales plus typiques comme celui de notre système solaire, des étoiles massives se forment en petits amas dispersés, séparés par des années-lumière. Dans les régions de formation stellaire intense comme la nébuleuse des Tarentules, la densité et l'intensité du processus produisent des objets qui repoussent les limites de ce que les modèles de formation prédisent. Le cluster R136 regroupe plus de masse et plus de luminosité dans un volume plus petit que presque toute structure comparable connue dans le groupe local. La nébuleuse de la Tarentule elle-même mérite une pause, car son échelle place même R136 à 1 dans son contexte. La nébuleuse est une région HII, un vaste nuage d'hydrogène gazeux alimenté par les rayons ultraviolets provenant d'étoiles chaudes et jeunes à son intérieur, faisant briller l'hydrogène avec une émission caractéristique rouge rosé. Elle s'étend sur environ 600 années-lumière de diamètre, ce qui signifie qu'il faut 600 ans à la lumière pour traverser d'avant en arrière. La distance totale entre la Terre et Bételgeuse, 650 années-lumière, c'est comparable à la largeur de cette nébuleuse unique. Dans ce volume, la formation d'étoiles se produit depuis des millions d'années, produisant plusieurs générations d'étoiles et d'amas, chacun enrichissant le gaz environnant avec les produits de l'évolution stellaire et déclenchant des vagues supplémentaires de compression et d'effondrement. La nébuleuse tire son nom de son apparence sur des photos à longue exposition, où les filaments emmêlés et lumineux et les fils sombres de poussière forment un motif que les astronomes du XIXe siècle pensaient ressembler à des pattes d'araignée. Il a été remarqué pour la première fois comme un objet nébuleux par Nicolas Louis de Lacaille en 1751 lors de son étude du ciel austral depuis le cap de Bonne-Espérance. Et il a été étudié sans interruption depuis, prenant de l'importance à chaque génération d'instruments qui s'y est tournée. Le télescope spatial Hubble, à lui seul, a produit des dizaines d'images en champ profond de différentes régions à son sein, chacune révélant de nouveaux niveaux de complexité. Amas dans les amas, piliers de gaz érodés par des étoiles proches, fronts de choc où des restes de supernova entrent en collision avec des gaz plus denses, et de jeunes objets stellaires si récemment formés qu'ils n'ont pas encore emporté les nuages de poussière dans lesquels ils sont nés. R136 lui-même se trouve près du cœur de la nébuleuse, et son rayonnement intense est le principal moteur de l'ionisation qui fait briller la Tarentule. Les observations de Hubble ont réduit l'amas à des étoiles individuelles, révélant une densité de population extraordinairement élevée près du centre. Des milliers d'étoiles
entassées dans un volume de seulement quelques années-lumière de diamètre. Cette densité crée les conditions pour les interactions et fusions qui seraient ayant produit R136 à 1 et ses voisins plus massifs. Cela signifie aussi que les étoiles de l'amas s'influencent constamment par les forces de marée et le rayonnement, produisant un environnement dynamique, différent du voisinage relativement isolé que occupe notre propre Soleil. Pour les étoiles de Wolf-Rayet, la catégorie à laquelle appartient R136 à 1, les taux de perte de masse sont si extrêmes que l'étoile redéfinit littéralement ses propres propriétés à des échelles de temps observables. Les étoiles de Wolf-Rayet ont été identifiées pour la première fois en 1867 par les astronomes français Charles Wolf et Georges Rayet, qui ont remarqué que certaines étoiles présentaient des raies d'émission exceptionnellement larges dans leur spectre. La signature du gaz se déplaçant à des vitesses extrêmes. Ces larges raies d'émission sont produites par le vent stellaire lui-même, se déplaçant vers l'extérieur à des milliers de kilomètres par seconde et entrant en collision avec des matériaux plus lents au-delà. Le vent provenant de R136 a un S si puissant que si vous étiez dans la nébuleuse de la tarentule environnante et que vous étiez d'une certaine manière à l'abri des radiations, vous sentiriez un vent continu de plasma, pas la pression douce du vent solaire de notre Soleil, mais quelque chose d'une intensité bien plus intense. Si R136 et A1 étaient placés là où se trouve le Soleil, les conséquences seraient immédiates et absolues. Sa masse comprimerait l'année orbitale de la Terre de 365 jours à environ 3 semaines. Son rayonnement inonderait chaque mètre carré de la surface terrestre d'un flux des dizaines de milliers de fois supérieur à celui que nous recevons du Soleil. Aucune atmosphère, aucun océan, aucune chimie, aucune roche à la surface ne resterait reconnaissable. C'est un objet qui définit un pôle d'habitabilité opposé à tout ce que nous tenons pour acquis à propos de notre propre étoile. Et un rappel que l'univers produit des environnements couvrant une étendue si vaste que les conditions dans lesquelles nous vivons représentent une bande étroite et chanceuse à une extrémité. Comment ces étoiles meurent? Les deux catégories d'objets stellaires extrêmes, les plus grands physiquement et les plus massifs, sont temporaires. Son membre est une phase d'une histoire qui se termine de la manière la plus dramatique que l'univers lui propose. Pour les géants rouges comme Veidsay, MA et Stephenson 2-18, le dernier chapitre est en cours depuis longtemps. Ils perdent continuellement de la masse, leurs couches externes se dispersant dans le milieu interstellaire environnant par des vents stellaires et des éruptions épisodiques. Sur des périodes de dizaines à centaines de milliers d'années, cette perte de masse va retirer une grande partie de ce qui les rend aujourd'hui si énormes physiquement. Dépouillées de leurs couches les plus externes, ces étoiles se compactent et chauffent, évoluant à travers des catégories telles que la variable bleue lumineuse et l'étoile Wolf-Rayet, avant que leur noyau n'épuise leurs réserves de carburant et ne s'effondre. Imaginez à quoi ressemble ce paysage post-mort, lorsqu'une supergéante rouge de masse modérée, disons environ 10 à 20 masses solaires, s'effondre enfin, le noyau rebondit et envoie une onde de choc à travers les couches externes de l'étoile. Cette explosion disperse la couche externe de gaz et de poussière que l'étoile a patiemment construite pendant des centaines de milliers d'années, ajoutant une énergie nouvelle à un matériau qui dérivait déjà lentement vers l'extérieur. Le résultat est un vestige de supernova.
une couche de gaz ionisé lumineux qui s'étend rapidement et qui grandit et s'estompe sur des milliers d'années. La nébuleuse du Crabe, visible dans la constellation du Taureau, est l'un des objets les plus étudiés du ciel nocturne, est le vestige d'une supernova observée par des astronomes chinois et arabes en 1054 après Jésus-Christ. En son centre, une étoile à neutrons tournant rapidement, le noyau effondré de l'étoile massive d'origine, comprimé en une sphère d'environ 20 km de large, alimente encore la lueur résidente de la nébuleuse près de 1000 ans plus tard, tournant 30 fois par seconde et rayonnant de l'énergie à travers le spectre électromagnétique. À des masses progénitrices plus élevées, le reste peut être un trou noir plutôt qu'une étoile à neutrons. Un objet dont l'effondrement a dépassé même le plancher de densité nucléaire, comprimant tellement de masse dans un volume si petit que la vitesse d'échappement dépasse la vitesse de la lumière et rien. Même la lumière ne peut pas s'éteindre. Les trous noirs de masse stellaire, formés de cette manière, contiennent généralement entre 3 et quelques dizaines de masses solaires. Ils sont invisibles d'eux-mêmes, détectables uniquement par leur influence gravitationnelle sur la matière environnante. En aspirant du gaz d'une étoile compagne proche vers un disque d'accrétion qui brille intensément en rayons X, ou trahissant leur présence via la lentille gravitationnelle du contre-jour. Pour une étoile extrêmement massive comme R136A1, le temps file plus vite. Peut-être dans 2 ou 3 millions d'années, son noyau aura traité successivement l'hydrogène, l'hélium, le carbone, l'oxygène, le néon et le silicium, construisant des couches d'éléments de plus en plus lourds dans une séquence qui s'accélère de façon spectaculaire à l'approche de la fin. La phase de combustion de l'hydrogène dure des millions d'années. La phase de combustion de l'hélium dure des dizaines de milliers. La phase de combustion de l'oxygène dure des années. La phase de combustion du silicium dure plusieurs jours. Lorsque le noyau accumule suffisamment de fer, l'élément au sommet de la courbe d'énergie de liaison nucléaire, qui nécessite un apport d'énergie plutôt que de la libérer lors de sa fusion, la fusion s'arrête. Le cœur s'effondre sous sa propre gravité en moins d'une seconde. Ce qui suit est l'un des événements les plus violents de l'univers. Le noyau s'effondre en densité nucléaire, où la matière ordinaire ne peut plus se comprimer, et rebondit, envoyant une onde de choc vers l'extérieur à travers la matière stellaire en chute. Combinée à une immense explosion de neutrinos, des particules fantomatiques si faiblement interagissant qu'elles peuvent traverser toute la Terre sans s'en rendre compte, mais si nombreuses que même leur petite section transversale peut aider à propulser l'explosion lorsque sa densité est suffisamment élevée. Cette onde de choc traverse les couches externes de l'étoile, les dispersant dans l'espace environnant à plusieurs milliers de kilomètres par seconde. Les débris portant les signatures chimiques de tout ce que l'étoile a produit. Hydrogène, hélium, carbone, oxygène, silicium, et un riche ensemble d'éléments plus lourds forgés lors de l'explosion elle-même. Pour les étoiles au sommet de l'échelle de masse, la mort peut ne pas suivre ce schéma du tout. Des étoiles au-dessus d'environ 130 masses solaires peuvent donc connaître ce qu'on appelle une supernova d'instabilité par paire. Aux températures extrêmes atteintes dans le noyau d'une étoile aussi massive, les photons gamma créent spontanément des paires électrons-positrons. Cela supprime la pression de radiation du noyau, déclenchant l'effondrement et une explosion thermonucléaire accélérée si complète qu'elle peut détruire toute l'étoile sans laisser aucun vestige. Pas d'étoile à neutrons.
pas de trou noir. Juste une vaste sphère de débris portant les signatures de chaque élément produit par l'étoile, dispersés à travers des années-lumière d'espace. L'ironie est profonde. Les étoiles les plus massives, les objets les plus spectaculaires du monde stellaire, peuvent à âme laisser la plus petite marque permanente derrière eux. Une étoile contenant 200 ou 300 masses solaires, brûlant avec la puissance de millions de soleils, peut simplement cesser d'exister en un éclair, tandis qu'une étoile beaucoup plus modeste s'effondre silencieusement en un trou noir qui survivra à l'univers. Les plus grandes choses s'éteignent avec la plus grande lumière, mais laissent donc le moins derrière elles. Les objets les plus contenus perdurent. Comment les étoiles gigantesques façonnent l'univers? Ces objets ne sont pas que des lunettes. Ils comptent parmi les agents de changement les plus actifs du cosmos, et leur influence s'étend bien au-delà de leurs propres emplacements. La masse que les hypergéantes rouges projettent à travers les vents stellaires ne disparaît pas. Ils dérivent vers l'extérieur, se mélangent progressivement au milieu interstellaire et finit par devenir partie intégrante de la matière première à partir de la formation de nouvelles étoiles et systèmes planétaires. Les devants de VOIAC-M transportent non seulement de l'hydrogène et de l'hélium, mais aussi des molécules complexes, eau, monoxyde de carbone, oxyde de silicium, qui représentent les produits cumulatifs de milliards d'années de chimie nucléaire à l'intérieur de l'étoile. Chaque événement d'éjection ensemence dans le voisinage une chimie traitée qui, autrement, mettrait beaucoup plus de temps à s'accumuler. Lorsque ces étoiles explosent, l'effet est d'un ordre de grandeur plus profond. Une supernova d'une étoile de 20 ou 30 masses solaires libère plus d'énergie en secondes que ce que le Soleil produira durant toute sa durée de vie de 10 milliards d'années. L'onde de choc en expansion comprime les nuages de gaz environnants, déclenchant des cascades de nouvelles formations stellaires dans des régions qui auraient pu rester en sommeil pendant des milliards d'années. Il transporte des matériaux enrichis d'éléments lourds vers l'extérieur à des milliers de kilomètres par seconde, les mélangeant en nuages qui finiront par former de nouveaux systèmes planétaires. Ce lien entre une étoile mourante et la naissance de nouvelles n'est pas simplement poétique. C'est un mécanisme physique bien documenté, appelé formation d'étoiles déclenchées. Lorsqu'une onde de choc de supernova frappe le bord d'un nuage de gaz dense, elle comprime ce bord, élevant la densité au-delà du seuil, auquel la gravité peut prendre le dessus et commencer l'effondrement. Le résultat est une nouvelle génération de proto-étoiles se formant le long du bord comprimé du nuage, potentiellement des décennies ou des siècles après l'explosion initiale. L'étoile massive ne meurt pas simplement. Il fut témoin de la naissance de ses successeurs. Ce processus a été directement observé dans les régions de formation stellaire voisines, où l'on peut voir des rangées de jeunes objets stellaires alignés avec la direction d'expansion d'un vestige de supernova connu ou d'une bulle de vent stellaire. Sur des échelles de temps plus longues, ce cycle façonne la composition chimique de galaxies entières. Une galaxie qui a traité plus de générations d'étoiles massives est une galaxie plus enrichie chimiquement. Une galaxie avec plus d'éléments lourds disponibles dans ses nuages de gaz, plus de carbone, d'oxygène et de fer pour que les planètes se forment, plus de matières premières que la chimie et la biologie exigent. Notre propre Voie lactée a environ 13,5 milliards d'années. Et durant cette période, elle a traité d'énormes quantités d'hydrogène
à travers des générations successives d'étoiles massives, accumulant l'abondance d'éléments lourds qui a permis, entre autres, à une planète rocheuse de se former sur une orbite accueillante pour l'eau liquide il y a environ 4,5 milliards d'années. Les éléments lourds racontent une histoire encore plus dramatique. L'or, le platine, l'uranium et les autres éléments lourds situés près du sommet du tableau périodique ne peuvent pas du tout être créés par une fusion stellaire ordinaire. Ils nécessitent ce que les physiciens appellent le processus R, capture rapide des neutrons, qui se produit dans l'un des deux endroits suivants: l'environnement extrême d'une supernova en effondrement du cœur, ou la collision et la fusion de deux étoiles à neutrons. Dans les deux cas, les neutrons libres sont rapidement capturés par les noyaux existants, construisant des atomes de plus en plus lourds en fractions de secondes. En 2017, un détecteur d'ondes gravitationnelles a détecté pour la première fois la fusion de deux étoiles à neutrons. Et des observations de suivi du transitoire optique résultant, un kilonova, ont confirmé la production en temps réel de l'or et d'autres éléments lourds issus du procédé R. Le processus R est responsable d'environ la moitié de tous les éléments plus lourds que le fer dans l'univers. Chaque anneau d'or, chaque tige de combustible nucléaire, chaque atome lourd de la croûte terrestre a été créé lors de l'un de ces événements catastrophiques et dispersé dans l'espace avant d'être finalement réuni dans un nouveau système solaire. Il existe aussi un processus plus lent, appelé le processus S, qui se produit à l'intérieur des étoiles lors de leurs dernières étapes évolutives. La capture lente des neutrons introduit des éléments tels que le baryum, le strontium et certains isotopes de plomb et de bismuth à l'intérieur de l'étoile. Lorsque ces couches extérieures sont finalement projetées dans l'espace par des vents stellaires ou une supernova, ces éléments disparaissent avec elles. Le processus S et le processus R expliquent ensemble toute la gamme des abondances d'éléments lourds observés dans l'univers, et tous deux dépendent de la présence d'étoiles massives, mourantes et distribuant leur contenu. Le fer contenu dans le sang humain était produit à l'intérieur d'une étoile morte avant l'existence du Soleil. Le calcium dans les os, l'oxygène dans les poumons, le carbone dans chaque molécule organique, ce sont les produits de la fusion nucléaire R dans des étoiles qui ont vécu et sont mortes il y a des milliards d'années, leurs débris dispersés dans l'espace et finalement rassemblés dans la nébuleuse dont notre système solaire s'est formé. Les étoiles géantes sont les sources les plus prolifiques de ces débris. Leurs vies courtes et violentes, ainsi que leurs morts dramatiques, ne sont pas sans importance pour notre existence. Elles en sont une condition préalable. Sans une succession de générations d'étoiles massives, enrichissant le milieu interstellaire avec des éléments de plus en plus lourds sur des milliards d'années, la chimie nécessaire à la vie telle que nous la connaissons n'existerait tout simplement pas. L'univers est un système dans lequel la matière cycle continuellement. L'hydrogène s'accumule dans les étoiles. Les étoiles le transforment en éléments plus lourds. Ces éléments se dispersent lorsque les étoiles meurent. De nouvelles étoiles se forment à partir de matériaux enrichis et construisent des planètes. Sur certaines de ces planètes, la chimie devient suffisamment complexe pour regarder les étoiles et se demander d'où elles viennent. Les limites de ce que nous savons. Les données que nous tenons aujourd'hui pour acquises ne sont que la compréhension scientifique disponible. Mais l'histoire de l'astronomie stellaire extrême est une histoire de révision perpétuelle. Et beaucoup de ces chiffres
évolueront à mesure que les instruments s'amélioreront. Plusieurs des classements de taille de ces stars, sont véritablement incertains, les candidats se situant dans les marges d'erreur des uns et des autres. La distance jusqu'à Bételgeuse comporte une erreur de dizaines d'années-lumière. Le rayon de Stephenson de 2 à 18 dépend d'une distance supposée dérivée de son appartenance au groupe. Et si cette hypothèse est légèrement fausse, chaque propriété dérivée change substantiellement. La masse de R136 A1 provient de la comparaison de ses propriétés observées avec des modèles d'évolution stellaire plutôt que de mesures directes, et ces modèles contiennent toutes leurs propres incertitudes. Le télescope spatial James Webb a commencé à produire de nouvelles observations infrarouges de haute qualité de certaines de ses cibles, et ses capacités sont véritablement transformatrices pour ce domaine. Webb peut observer des objets stellaires à des longueurs d'onde infrarouges qui traversent l'obscurité par la poussière dissimulant de nombreuses étoiles extrêmes, et il peut le faire avec une sensibilité et une résolution spatiale qu'aucun observatoire spatial infrarouge précédent n'aurait pu égaler. Il a déjà détecté des caractéristiques moléculaires dans les vents d'étoiles massives évoluées avec une clarté qui révèle la composition chimique détaillée du matériau éjecté. Des informations qui indiquent aux astronomes non seulement ce que l'étoile dégage, mais aussi quels processus nucléaires à l'intérieur l'ont produite. À mesure que plus de temps d'observation est consacré à des fouibles tels que VXC-MA, Eta Carinae et les étoiles de l'amas de Stephenson 2, l'image de ces objets deviendra considérablement nette. Les très grands télescopes terrestres, actuellement en construction, avec des miroirs primaires couvrant entre 30 et 39 mètres, résoudront des caractéristiques sur les surfaces stellaires environnantes et les nébuleuses qu'aucun instrument existant ne peut atteindre. Le télescope européen extrêmement grand, construit dans le désert d'Atacama au Chili à une altitude de 3046 mètres, utilisera des systèmes d'optique adaptative capables de corriger la turbulence atmosphérique en temps réel, atteignant des résolutions comparables à celles des télescopes spatiaux, mais avec une surface miroir bien plus grande. Il pourra imaginer directement les surfaces des supergéantes rouges proches, non seulement comme des disques sans relief, mais comme des objets résolus montrant les motifs convectifs et les structures de surface que les instruments actuels peuvent à peine détecter. Pour Bételgeuse, cela signifiera observer l'évolution des cellules convectives en temps réel, mesurer les températures de surface dans différentes régions du disque et suivre les événements d'éjection ayant conduit à des épisodes comme le grand assombrissement avec un niveau de détail auparavant impossible. Il existe aussi presque certainement des étoiles extrêmes cachées dans des régions sombres de la galaxie qui n'ont pas encore été découvertes. La Voie lactée contient entre 100 et 400 milliards d'étoiles, et les régions les plus proches du centre galactique sont tellement voilées par la poussière que les télescopes optiques ne peuvent pas du tout les pénétrer. Des relevés infrarouges ont déjà révélé des amas entiers, y compris celui contenant Stephenson 2-18, invisible pour les générations précédentes d'observateurs. Les futurs relevés infrarouges, avec des télescopes spatiaux à grand champ de nouvelle génération, cartographieront systématiquement les régions sombres du plan galactique d'une manière que les instruments actuels ne peuvent égaler, révélant presque certainement de nouveaux amas et de nouveaux objets stellaires extrêmes. Il existe aussi un domaine en pleine expansion appelé archéologie stellaire, l'étude d'anciennes étoiles de faible masse pour reconstituer l'histoire chimique de la galaxie.
parce que les étoiles de faible masse brûlent leur carburant très lentement et peuvent survivre de milliards à des dizaines de milliards d'années, certaines d'entre elles, encore aujourd'hui, sont nées dans des environnements enrichis par les premières générations d'étoiles massives. La composition chimique de ces étoiles anciennes, détectable dans leur spectre, suit ce que les étoiles massives mortes avant elles ont produit. En analysant un grand nombre d'étoiles très anciennes, à faible métallité, les astronomes peuvent reconstituer l'histoire d'enrichissement de la galaxie génération après génération d'étoiles massives. En ce sens, les géants dont nous parlons ont laissé leurs empreintes non seulement sur les nébuleuses et les trous noirs, mais aussi sur les spectres des étoiles les plus anciennes qui brillent encore. Un enregistrement permanent de leur existence codée dans la chimie de leurs successeurs. Ce qu'on peut affirmer avec certitude, c'est que les objets décrits ici représentent les extrêmes connus de l'échelle stellaire, qu'ils sont véritablement remarquables de manière bien au-delà de nombres impressionnants, et que la science de leur compréhension est bien vivante et en cours. Chaque nouvelle observation ajoute de la complexité au tableau, plutôt que de le simplifier. Et chaque nouvelle génération d'instruments révèle des couches que la génération précédente ne pouvait pas voir. La première génération d'étoiles, appelée population 3 par les astronomes, s'est formée à partir de matériaux presque entièrement composés d'hydrogène et d'hélium, sans essentiellement aucun des éléments plus lourds produits par les générations stellaires suivantes. L'univers n'avait que quelques centaines de millions d'années lorsqu'ils ont été enflammés, et les nuages de gaz dont ils se sont formés n'avaient pas encore été enrichis par une génération stellaire précédente. Il n'y avait ni carbone, ni oxygène, ni silicium, ni fer. Aucun des éléments plus lourds qui agissent comme source d'opacité dans les enveloppes stellaires et influencent la formation et l'évolution des étoiles. Sans ces éléments plus lourds, les processus de refroidissement qui limitent normalement la taille d'un fragment de nuage de gaz avant de s'effondrer en étoile étaient bien moins efficaces. Dans un nuage d'hydrogène pur et d'hélium, les mécanismes permettant au gaz de rayonner de la chaleur et de se refroidir, une étape nécessaire dans la fragmentation en objets stellaires individuels, sont beaucoup plus faibles que dans le gaz enrichi. Les premiers pâles formant des étoiles se sont peut-être effondrés sous forme de fragments massifs individuels, plutôt que de se fragmenter en dizaines d'étoiles plus petites. Le résultat fut probablement une génération d'objets, bien plus massifs que tout ce que nous observons aujourd'hui dans l'univers. Les modèles suggèrent que les étoiles de la population 3 auraient pu atteindre des centaines de masses solaires, voire jusqu'à quelques milliers, avant que la limite d'Eddington et la pression de radiation n'arrêtent la croissance future. Ils étaient extraordinairement lumineux, brûlant à des températures de surface bien supérieures aux étoiles massives d'aujourd'hui, émettant des torrents de rayonnement ultraviolet qui commençaient à rayoniser l'hydrogène neutre environnant. Un processus appelé rayonisation cosmique qui a transformé la structure à grande échelle de l'univers entre environ 150 millions et 1 milliard d'années après le Big Bang. Cette ère, lorsque les premières étoiles se sont enflammées et ont inondé l'univers de rayonnement ionisant pour la première fois, est l'une des moins comprises de l'histoire cosmique, précisément parce que ces étoiles ont disparu et que les traces qu'elles ont laissées derrière elles sont difficiles à détecter sur 13 milliards d'années-lumière. Les étoiles de la population 3 ont épuisé leur carburant en quelques millions d'années, un clin d'œil géologique dans le temps cosmique. À leur mort, ils ont semé l'univers pour la première fois avec les éléments les plus lourds,
sur lesquels chaque génération stellaire suivante s'est construite. Le carbone, l'oxygène, l'azote, les matières premières de la chimie organique, sont entrés dans le milieu interstellaire de ces premières explosions de supernovas et ont commencé à se mélanger dans des nuages de gaz qui allaient former la deuxième génération d'étoiles. Chaque génération suivante est née dans un matériau légèrement plus enrichi, brûlée légèrement différemment et est morte pour enrichir encore davantage le médium. Les étoiles de la population 3 ont toutes disparu, dispersées et indétectables en tant qu'individus. Mais ils ont lancé la chaîne d'enrichissement qui a finalement conduit à la population d'étoiles comme le Soleil, des planètes rocheuses, des océans et la vie. Les hypergéantes rouges et les étoiles massives extrêmes sont, dans un sens très réel, les héritiers d'un processus que ces géantes invisibles ont mis en marche il y a plus de 13 milliards d'années. Les plus grandes étoiles que nous pouvons observer aujourd'hui sont presque certainement plus petites que les plus grandes étoiles de la première génération. Car l'univers d'aujourd'hui est plus riche en éléments plus lourds qui rendront les enveloppes d'un stellaire plus denses et plus facilement soufflées. Les monstres que nous pouvons voir sont, selon les standards de l'univers primitif, modestes. Les véritables géants de l'histoire cosmique sont au-delà de la vue directe, visibles uniquement dans l'héritage qu'ils ont laissé dans la composition chimique de tout ce qui existe. Le télescope spatial James Webb est actuellement l'un des principaux outils utilisés pour rechercher les signatures des étoiles de la population 3. À la recherche de l'émission caractéristique d'hydrogène et d'hélium dans les spectres des galaxies les plus anciennes connues, sans les caractéristiques des éléments plus lourds qui indiqueraient qu'un enrichissement stellaire a eu lieu. La détection directe d'étoiles individuelles de la population 3 ou de leurs amasses hautes est réalisable avec la technologie actuelle ou future reste une question ouverte. Mais la recherche elle-même repousse la frontière de l'astronomie d'observation jusqu'aux premières époques du temps cosmique. La vue de l'intérieur. Il y a une dernière réflexion à considérer. Quand vous regardez une hypergéante rouge sur une image de Hubble ou du télescope spatial James Webb, ce que vous voyez, c'est de la lumière laissée par cette étoile il y a des centaines ou des milliers d'années. ICM nous montre son état datant d'environ 1400 avant Jésus-Christ. L'époque du Nouvel Empire en Égypte, avant la chute de Troie. La Bételgeuse, visible ce soir, est celle d'environ 1375 après Jésus-Christ. L'époque de Chaucer et de la peste noire. Stevenson 2 à 18 à 19 000 années-lumière montre des conditions d'il y a environ 17 000 ans. Une époque où les humains étaient encore principalement des chasseurs-cueilleurs nomades. Époque où les calottes glaciaires qui allaient devenir la mer du Nord étaient encore intactes. L'univers que nous observons est un mélange de différents passés, tous arrivant simultanément. Pour les étoiles géantes, ce décalage temporel a une dimension supplémentaire de sens, car ces étoiles changent sur des échelles de temps suffisamment courtes pour être importantes. La question de savoir à quoi ressemblent ces étoiles aujourd'hui a une réponse sincère. Nous ne l'aurons tout simplement pas longtemps. Réfléchissez à ce que cela signifierait vraiment d'en approcher un. Imaginez que vous êtes dans un vaisseau spatial partant de l'espace interstellaire à quelques dizaines d'années-lumière. Vie y classée MA, c'est le destin. Au début, c'est un point, plus brillant que les autres étoiles dans cette direction, plus profond, mais toujours un point. Au fur et à mesure que vous avancez à travers des années de voyage,
bien au-delà de tout ce que nous avons jamais accompli, cela commence à changer. Le point prend une taille perceptible. La couleur s'approfondit de l'orange à un rouge riche et saturé. Le disque se résout, pas net et propre comme une planète vue à travers un télescope, mais lisse et légèrement floue, la frontière entre l'étoile et la nébuleuse environnante n'étant pas entièrement claire. Avant même d'atteindre le bord de la nébuleuse entourant VXC MA, vous remarqueriez quelque chose d'inhabituel chez vos instruments. Le milieu interstellaire, normalement presque vide, une poignée d'atomes par centimètre cube, commencerait à s'épaissir. La densité du gaz hydrogène augmentait, puis remontait. Vous entrerez dans les jupes les plus extérieures et les plus diffuses de matière que cette étoile dégage depuis 1000 ans. Dans la région équivalente autour de notre Soleil, il n'y a essentiellement rien. Le vent solaire l'a nettoyé, et le milieu interstellaire environnant est clairsemé. Ici, dans la région équivalente autour de VXC MA, vous voleriez à travers un nuage de plus en plus dense de gaz moléculaires, de grains de poussière et des signatures d'événements d'éjection violents menés vers l'extérieur par le vent stellaire. Les molécules de ce nuage, vapeur d'eau, monoxyde de carbone, monoxyde de silicium, seraient détectables dans des instruments spectroscopiques sous forme d'empreintes chimiques distinctives. Vous sauriez, même avant que le disque de l'étoile ne remplisse votre champ de vision, que vous vous approchiez de quelque chose d'extraordinairement actif. Encore plus près, le disque commence à remplir une partie importante de la vue de face. On distingue maintenant la structure dans la nébuleuse environnante, les arcs et nœuds de matière éjectés par des siècles d'éruption, certains brillant en fines lignes d'émission, d'autres silhouettés contre l'éclat plus fort derrière eux. Les molécules émettrices de masseur dans le nuage environnant seraient invisibles à vos yeux, mais audibles comme un hurlement intense dans les détecteurs à micro-ondes. Le tore de poussière, opaque à la lumière visible, ne se manifesterait qu'en infrarouge, un anneau sombre entourant un noyau de flammes. À mesure que le disque s'étend pour remplir tout le ciel devant vous, vous n'approchez plus d'une étoile au sens conventionnel. Vous entrez dans un environnement. Les photons qui frappent votre vaisseau ne sont pas les photons à faisceau unique provenant d'une source lointaine. Ils proviennent de toutes les directions devant vous, de la vaste surface d'une étoile de plusieurs centaines de millions de milles de large. La pression des radiations seules, même à cette distance, vous pousserait contre vous. Le vent stellaire de VXC MA, plus dense et plus rapide que tout ce que produit notre Soleil, serait un vent de phase de plasma constant, magnétisé et structuré, transportant les restes moléculaires de l'intérieur de l'étoile vers l'extérieur à des centaines de kilomètres par seconde. En traversant le bord extérieur de la nébuleuse environnante, vous entreriez dans une région de poussière et de gaz dense qui serait opaque aux longueurs d'onde visibles. La lumière directe de l'étoile serait coupée. Autour de toi, il n'y aurait que la lueur rouge-orangée terne de la poussière chauffée. Toute la nébuleuse illuminée de l'intérieur par l'énergie absorbée et réémise par l'étoile. Il ferait chaud. La température de la poussière ici est d'environ 800 Kelvin, assez chaude pour briller dans l'infrarouge. Assez chaude pour ressembler à une chaleur intense, même si le gaz est trop fin pour conduire cette énergie efficacement. En émergeant du bord intérieur de la nébuleuse vers la région proche de la photosphère de l'étoile, l'environnement changerait complètement. La poussière a été détruite ici,
des températures trop élevées pour que les particules solides survivent. Le matériau a été décomposé en gaz et en plasma. La photosphère de VICA se situe à environ 3500 Kelvin sur sa surface extérieure, mais le gradient d'opacité n'est pas très prononcé. Il n'y a pas de ligne nette. On remarquerait le gaz s'épaissir progressivement sur des milliers de kilomètres. La lumière ne venant pas de devant, mais de partout autour de vous simultanément. La source d'illumination devenant le milieu lui-même. Dans la photosphère, les mouvements convectifs seraient visibles sous forme d'énormes taches lumineuses et sombres, chaque cellule couvrant des distances comparables à celles entre la Terre et la Lune. Vous observeriez le plasma monter et descendre en ondes au ralenti sur une surface des millions de fois plus grande que n'importe quelle planète, entraîné par des courants de convection qui se déplacent à des centaines de kilomètres par seconde selon nos standards, mais sont glaciairement lents par rapport à la taille même de l'étoile. Le champ magnétique serait emmêlé et intense dans certaines régions, lisse et ordonné dans d'autres, s'entrelaçant à travers le plasma en structures qui changent sur des échelles de mois et d'années. Si vous pouviez descendre plus bas, à l'intérieur de l'étoile, la densité et la température augmenteraient régulièrement. Dans la couche à combustion d'hydrogène autour du noyau, la température atteint des dizaines de millions de Kelvin. Dans le noyau lui-même, où le silicium fusionne en fer dans les dernières étapes de la vie de VICA, ce serait dans les centaines de millions de Kelvin, le plasma étant tellement comprimé que les atomes individuels ont été dépouillés de tous leurs électrons et que le matériau existe dans un état qui n'a aucune analogie dans l'expérience quotidienne. Un régime de mécanique quantique où la pression n'est pas déterminée par la température, mais par la température, par la nature quantique même de la matière. Et ensuite tu partirais, accélérant vers l'extérieur à travers la photosphère, à travers l'atmosphère intérieure, puis à travers la poussière et le gaz de la nébuleuse jusqu'au milieu interstellaire clair. L'étoile rétrécirait derrière vous. D'un mur de lumière totale à un disque lumineux, à un point lumineux, à une étoile rouge-orangée vive parmi tant d'autres, à quelque chose visible uniquement aux jumelles, et enfin à tout, absorbé par le ciel nocturne, indiscernable à moins de savoir exactement où regarder. Mais en s'éloignant, vous continueriez à traverser le matériel que VICA a lancé, les tentacules les plus extérieurs de son influence s'étendant loin dans l'espace environnant. Même à des milliers d'unités astronomiques de l'étoile, le milieu serait mesurablement plus dense que le gaz interstellaire ambiant. L'étendue de l'étoile dépasse largement son disque visible, bien au-delà même de sa nébuleuse observable. Elle façonne le milieu autour d'elle, l'enrichit, plante les graines d'une chimie qui persistera pendant des milliards d'années après la disparition de l'étoile elle-même. Tu volerais à travers l'héritage futur de l'étoile bien après que l'étoile ait disparu derrière toi. Maintenant, la destination change complètement. Au lieu de VICA, pointe ton vaisseau vers R136A, un dans la nébuleuse de la Tarentule. L'approche serait complètement différente. Il n'y aurait pas d'approfondissement progressif du rouge. À mesure que l'étoile se résolvait à partir d'un point, la couleur serait un bleu-blanc profond et aveuglant. La signature d'une surface à 46 000 Kelvin, rayonnant la majeure partie de son énergie dans l'ultraviolet. Il n'y aurait pas d'approche pacifique à travers la poussière orange qui s'épaissit. L'environnement de rayonnement autour de R136
A1 serait létal à des distances que le rayonnement C, M, avait y atteint à peine, car la luminosité totale est d'ordre de grandeur plus élevé et atteint son pic dans l'ultraviolet dur. Le vent stellaire ici n'est pas un flux chaud riche en molécules. C'est une rafale de plasma entièrement ionisé, se déplaçant à plusieurs milliers de kilomètres par seconde, assez dense et énergétique pour avoir creusé la cavité visible dans la nébuleuse de la Tarentule. Approcher R136, A1 signifierait approcher l'une des sources ponctuelles les plus dynamiques du groupe local. À la même distance que Bételgeuse se trouve de la Terre, R136A. Un éclipserait la pleine lune à de nombreuses reprises et serait clairement visible en plein jour, même sans aucune aide optique. La nébuleuse des Tarentules autour d'elle brillerait dans le ciel comme les conséquences d'une explosion. Ce qui, en un sens, est le cas. Une région de l'espace qui a été continuellement bombardée par les rayonnements ultraviolets et l'énergie cinétique depuis plus d'1 million d'années. La comparaison entre les deux vols nous dit qu'extrême, en termes stellaires, ne signifie rien de particulier. Cela signifie au moins deux choses très différentes, pointant dans des directions opposées, toutes deux hors de portée de l'intuition ordinaire. L'univers est incompréhensiblement vaste, et ces objets les plus extrêmes nous rappellent, chaque fois que nous les examinons attentivement, que nos instincts de taille et d'échelle ne sont tout simplement pas adaptés à cette tâche. Ces étoiles ne font pas exception aux lois de la physique. Elles sont des physiques opérant aux limites de leur plage autorisée, produisant des objets qui défilent, les modèles, surprennent les observateurs et révèlent de nouveaux phénomènes à chaque génération d'instruments. Quelque part dans les profondeurs voilées de poussière de la galaxie, dans les noyaux des régions de formation stellaire pas encore entièrement cartographiées, dans les nurseries stellaires de galaxies à 1 milliard d'années-lumière, il pourrait y avoir des objets plus grands et plus extrêmes que tous ceux que nous ayons trouvés jusqu'à présent. La recherche de ces objets est l'une des raisons pour lesquelles l'astronomie progresse. Les géances au sommet des cartes de taille et de masse stellaire sont bien plus que les plus grandes choses du ciel. Ce sont les usines chimiques les plus actives de l'univers. Elles prennent l'hydrogène brut, le transforment en chaque élément nécessaire à la chimie et à la vie, et répandent les résultats dans l'espace de la manière la plus violente possible. Ils vivent brièvement, selon les standards cosmiques, meurent de façon spectaculaire, et les débris qu'ils laissent derrière eux construisent des planètes, des océans, et finalement des choses que l'on peut regarder en arrière et se demander d'où ils viennent. Nous avons parcouru un long chemin depuis que nous sommes allongés sous les étoiles et essayons de les compter. Chaque instrument construit par les astronomes, des premières lentilles qui ont permis de résoudre la Voie lactée en étoiles individuelles, au catalogue de parallaxes de Gaïa, à milliards d'étoiles, en passant par la capacité de Webb à imaginer des objets stellaires dans d'autres galaxies, a révélé une autre couche de ce que sont réellement ces points lumineux. Pour les étoiles les plus extrêmes, chaque nouvelle observation ne simplifie pas ce que nous savons. Cela l'augmente. De nouvelles structures apparaissent. Un nouveau comportement émerge. De nouvelles questions se forment autour des réponses aux anciennes. Ce n'est pas une frustration. Voilà à quoi ressemble une véritable découverte. L'univers ne cesse pas d'être intéressant quand on le mesure plus attentivement. Ça devient plus intéressant. Et les étoiles à la limite absolue de ce que la physique permet
sont là où cela est le plus visible, le plus dramatique, le plus indéniablement vrai. Si vous avez trouvé cette exploration intéressante, abonnez-vous. Nous abordons régulièrement ce genre de sujet, allant toujours plus loin que la surface, suivant toujours la science où qu'elle mène.